Bonjour, donc je me présente, mademoiselle Negaoui Laïla. Cette vidéo je la fais pour le procureur de Paris, pour essayer de l'interpeller, de le sensibiliser sur un dossier. Le dossier en l'occurrence, monsieur le procureur de Paris, c'est le dossier CTEA, escroquerie une sa défense. Voilà. Si je me permets de vous faire cette vidéo, monsieur le procureur, c'est parce que vous allez le voir au cours de ces quelques minutes. Vous allez voir que ce dossier, c'est j'allais dire une monstruosité, c'est un scandale, c'est une supercherie, un marasme de contre-vérité flagrante, et plus encore. Donc, monsieur le procureur de Paris, je suis très étonnée que vous n'ayez pas remarqué dans ce dossier qu'apparaissent dans la procédure des personnalités qui, à tout le moins, ont gravement manqué de vigilance et d'un minimum de clairvoyance. Ce qui a permis justement à des responsables d'échapper aux poursuites et aux condamnations qu'ils méritent largement. Vous le comprendrez par la suite. Or, depuis la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, héritage du siècle des Lumières, nous sommes tous égaux devant la loi. Pourquoi je vous dis ça? Parce que figurez-vous que ce dossier-là, j'ai pu avoir accès au dossier que depuis début 2015, et force est de constater que dans ce dossier, je n'ai pas retrouvé une exacte application de ce principe, justement, dans l'affaire dont je vais avoir justement l'avantage de vous entretenir. C'est d'ailleurs pour ça que, en fait, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Je sais très bien que vous êtes quelqu'un d'important, vous n'avez pas le temps, bien évidemment, et ça je le conçois fortement et aisément, vous n'avez pas le temps de vous occuper de tous les dossiers, donc vous déléguez. En outre, je ne comprends pas comment le parquet de Paris, et là quand je dis le parquet de Paris, c'est toutes les personnes qui travaillent avec vous, qui gravitent autour de vous en tout cas, comment le parquet de Paris, qui avait communication constante du dossier, a-t-il pu passer à côté d'autant d'incohérences sur cette affaire? Donc encore une fois, l'affaire CTEA une sa défense. Monsieur le procureur de Paris, je n'ai besoin que de quelques minutes justement pour dénoncer les graves incohérences et manquements de ce dossier. Voilà. Pour commencer, je voulais rapidement vous parler de Madame Langlois. Madame Langlois, c'est le premier magistrat instructeur dans ce dossier. Madame Langlois, c'est le magistrat instructeur avec qui j'ai beaucoup apprécié nos échanges. Et bien évidemment, j'ai effectivement aimé son professionnalisme quant à la gestion de ce dossier. En outre, je ne parviens pas à oublier une remarque qu'elle m'avait faite lors justement d'un échange, comme par exemple craindre la réaction de M. Marouani Jean, qui est un des premiers instigateurs dans ce dossier. Donc me dire qu'elle craignait la réaction de M. Marouani. Enfin, comment peut-on craindre, comment un mise en examen pourrait inquiéter justement un juge d'instruction? C'est un gros point d'interrogation. Je vous assure que c'est une question qui revient souvent dans ma tête. Aussi, il m'est difficile aussi de croire que la commission rogatoire internationale Israël que Madame Langlois avait faite, comment ça se fait qu'elle avait ordonné, comment se fait-il qu'elle ait fini dans un placard? Je ne comprends pas, parce que c'est le deuxième magistrat instructeur quand il est arrivé, quand elle est arrivée, Madame Maryse Leroux, deuxième magistrat instructeur dans ce dossier, quand elle est arrivée, elle a trouvé dans le placard cette commission rogatoire internationale. D'ailleurs, elle fait une mention qu'elle code par la suite pour expliquer ça. Donc, moi je ne comprends pas comment
un élément aussi important du dossier, donc la Commission rogatoire internationale, comment elle peut finir dans un placard. J'aurais tant aimé que ce ne soit pas la Commission rogatoire qui finisse dans un placard, mais la personne qui a, par exemple, fait ces transferts de fonds, pourquoi pas. Donc avouez que c'est une situation quand même assez ubuesque. Comment se fait-il aussi que bon nombre de personnes dont la responsabilité est clairement engagée n'aient pas fait l'objet de poursuites? On ne sait pas. C'est un gros point d'interrogation. Comment se fait-il que Madame Morel-Coujard, substitut procureur régleur de l'époque, a fait, donc en 2006, quand la brigade financière lui rend donc un compte-rendu, un rapport, pour expliquer que dans cette société CTEA, tout tourne autour de l'argent. Donc ils expliquent que cette société CTEA et une autre société Espace Média Santé font des virements et des chèques à des sociétés, que ces mêmes sociétés refont des chèques et des virements à d'autres sociétés. Donc on comprend bien, et ils le disent dans leur compte-rendu, que c'est un procédé d'évacuation de chiffre d'affaires. On l'a bien compris. Hein, et ils expliquent donc au procureur régleur de l'époque, donc Madame Maud Morel-Coujard, qui maintenant est à Auxerre, ils lui expliquent qu'ils ont besoin de continuer de faire encore un petit peu de recherche pour savoir in fine où aboutit cet argent, à qui profite le crime. Et là on ne sait pas pourquoi Madame Morel-Coujard elle stoppe les investigations. On ne sait pas pourquoi. Seulement Madame Morel-Coujard, si elle n'avait pas fait si elle n'avait pas stoppé les investigations à l'époque, en 2006, Monsieur Marouani Jean n'aurait pas pris la liberté d'envoyer, de transférer plus de 15 millions d'euros à HSBC Londres et Antigua en avril 2008, soit 2 ans après. C'est scandaleux. Vraiment scandaleux. D'autant plus que ce qui est encore plus scandaleux, c'est que le réquisitoire définitif, il a été rendu, le deuxième réquisitoire définitif, parce que dans ce dossier, il y en a eu 2, le deuxième réquisitoire définitif, il a été rendu en décembre 2015, là, dernièrement, et il y a un non-lieu partiel dans le dossier. Alors ça, ça en revient, c'est presque ahurissant, j'ai envie de dire. Il y a un non-lieu partiel dans ce dossier pour blanchiment. Allez comprendre. Vraiment, allez comprendre. Bon, inutile de vous dire que pour moi, maintenant c'est des supputations que je fais, je vais me permettre d'en faire parce que ça fait quand même plus de 10 ans que ce dossier traîne et plus de 10 ans qu'on essaie de me faire passer pour une folle. Enfin, presque 10 ans, pas plus de 10 ans, presque 10 ans. Madame Morel-Coujard, elle n'a pas pris cette décision de stopper les investigations. C'est pas une décision qu'elle a prise d'elle-même, de son propre chef. Ça, je n'y crois pas. Donc voilà, autre point d'interrogation. Sachez aussi qu'il faut le savoir aussi, la première instigatrice dans ce dossier, enfin, première instigatrice, celle qui a déposé plainte au départ, Madame Alliot-Marie, contre cette société pour escroquerie. Sauf que Madame Alliot-Marie, l'enquête de la DPSD, je l'ai lue. Je l'ai lu en long et en large et croyez-moi, j'étais tellement choquée de voir ce qu'il y avait dessus que je l'ai relu, lu et relu. Cette enquête de la DPSD, elle dit quoi? Eh ben, elle dit tout simplement que cette société, beaucoup de clients se plaignent de cette société déjà depuis 95. 95, donc toutes les années, hein, de 95 jusqu'en 2006. Et ce qui est encore plus effrayant pour moi, c'est qu'entre 2002 et 2006, bon nombre de clients se sont plaints sans que Madame Alliot-Marie ait accordé, sans que cela n'ait justement suscité son intérêt. Ça a suscité son intérêt si, quand EADS s'est plaint en 2006. Là, effectivement, elle a tiré la sonnette d'alarme. Mais avant, toutes les sociétés qui se sont plaintes, pourquoi elle n'a rien fait avant? Pourquoi elle a attendu que ça soit EADS? Je n'ai rien contre EADS, hein, qu'on soit bien clair. C'est des questions que je me pose. Et comme ça me rend malade, je vous les pose. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Enfin bon, gros point d'interrogation. Autre chose, j'aimerais bien savoir comment elle a pu réagir quand elle a vu que la plainte qu'elle a déposée pour escroquerie, hein, contre l'escroquerie faite, parce que c'est quand même des gens qui ont utilisé l'image du ministère de la Défense, ouais, pour le coup. Comment se fait-il, je ne sais pas comment se fait-il, comment elle a réagi quand elle a su
qu'en fait, l'escroquerie même venait du ministère de la Défense. Parce que ces lettres d'accréditation qu'avait cette régie publicitaire, c'est des lettres d'accréditation qui venaient du personnel du ministère de la Défense. Même si ils ont fait ça par le biais de l'UNSA Défense, c'est quand même à la base du personnel du ministère de la Défense. C'est marqué sur l'audition de M. Alain Brémond, il y a marqué je travaille au ministère de la Défense, personnel du ministère de la Défense depuis 1976. Voilà. Donc, gros point d'interrogation encore. Autre chose, je vous parlais du premier magistrat instructeur tout à l'heure, là je vous parle du deuxième magistrat instructeur. Madame Maryse Leroux, quand elle est arrivée dans le dossier, l'énergie qu'elle a déployée en saisissant la chambre de l'instruction pour des nullités d'actes, alors qu'il n'y avait pas lieu. En revanche, j'aurais tant aimé que cet enthousiasme qu'elle avait mis au départ puisse générer les recherches plus opportunes sur les opérations de blanchiment, par exemple. Ceci d'autant plus que la réouverture de l'instruction après le premier 175 avait pour but justement de poursuivre les investigations sur le blanchiment. C'est un gros point d'interrogation aussi. Voilà. Il y a eu un premier 175 fait par Madame Florence Langlois avant qu'elle parte. Le deuxième 175 a été fait par Madame Maryse Leroux quand elle vient, donc on a l'impression que ça y est, elle prend le dossier à bras le corps, elle prend le taureau par les cornes et tout. Et finalement, bah non. Effectivement, elle trouve dans le placard ces fameux documents, hein, cette fameuse commission rogatoire internationale, elle fait une mention. Hein, donc on est d'accord, stupeur et stupéfaction. Elle fait une mention rapidement où il est clairement stipulé, découvrons dans le placard ce jour, voilà, donc elle explique. Elle l'envoie rapidement à la brigade financière pour traduction et exploitation. La brigade financière n'a rien à dire là-dessus, ils font rapidement leur travail, sauf que, on voit bien que nous sommes dans un regain d'activité, sauf que le soufflet, il retombe aussitôt, puisqu'aucune suite n'a été donnée aux opérations de blanchiment, alors que tout était clairement établi, hein, y compris sur la fameuse commission rogatoire internationale. On voit bien que les transferts ont été faits à HSBC Londres et à Antigua Barbuda. Et c'est cette fameuse commission rogatoire qui démontre les transferts de fonds vers les paradis fiscaux. Si je peux me permettre, si je peux me permettre une expression consacrée, quoique pas très catholique, je vous l'accorde, moi je trouve que M. Marouani Jean, en faisant justement ce transfert de presque près de 15 millions d'euros quand même, en un mois après sa sortie de garde à vue, clairement, et je suis désolée de ce que je vais dire, mais c'est comme s'il avait fait un bras d'honneur à Bercy, hein, et au parquet de Paris. Voilà, parce que par la suite, personne ne le poursuit. Voilà, personne ne le poursuit. Tout est établi, tout est clairement établi. Personne ne le poursuit. La preuve en est, le réquisitoire définitif, encore une fois, de décembre dernier. Il y a un non-lieu partiel pour blanchiment. Allez comprendre. Donc, au même titre que le premier magistrat instructeur, au même titre que le premier magistrat instructeur, Madame Maryse Leroux n'a pas retenu la responsabilité des acteurs de l'UNSA Défense. C'est quand même à cause d'eux qu'il y a eu toute cette escroquerie. Sans lettre d'accréditation, pas d'escroquerie, on est d'accord. Donc, personnel du ministère de la Défense, en la personne de M. Alain Brémond, de Mme Géraldine Compin, de M. Christian Faudria, Géraldine Compin, Véronique Denancé, toutes ces personnes-là, puisque sans eux, encore une fois, il ne peut y avoir une telle escroquerie. En effet, sans accréditation, pas d'arnaque, ce que je disais. Donc, je ne comprends pas tout ceci. Ça fait comme si demain, il y avait un procès. Alors, demain, il y a un procès. On n'a pas les voleurs. Donc, les voleurs, quand je dis les voleurs, on n'a pas les acteurs principaux. L'UNSA Défense ne sont pas sur les bancs des accusés. Et en plus, autre chose, les revues, parce que c'est aussi effrayant, toutes les revues sont dans les scellés et personne n'a appelé, n'a sollicité les sociétés. Toutes les sociétés qui se sont fait arnaquer depuis toutes ces années. Avouez que je vous ai dit, dans ce dossier, on va de surprise en surprise, de situation ubuesque en situation ubuesque. Enfin, quand je vous dis que ce dossier, c'est une mascarade, j'en perds mes mots. Voilà. Monsieur le procureur de Paris, pour conclure, si nous tolérons que notre grande institution judiciaire puisse être de la sorte malmenée et violée, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, en toute impunité par ce groupuscule d'individus,
alors nous acceptons que soient piétinés les principes fondamentaux que sont nos valeurs républicaines. Et là, moi, je dis non. Je dis non parce que c'est pas... la France, c'est pas ça. La France, c'est pas ça. Et il est hors de question de laisser justement ce groupuscule faire ce genre de choses. Donc j'espère que vous accorderez un intérêt certain pour ce dossier. Et j'ai même envie de vous dire, alerter le parquet général pour avoir pour accélérer les choses. En tout cas, vous ne pouvez pas laisser faire ce genre de choses. Voilà. Et je vous fais cette vidéo parce que je crois en vous et je sais que vous êtes... quand vous avez envie de taper du poing sur la table, vous tapez du poing sur la table. Donc voilà. Monsieur le procureur de Paris, je compte sur votre haute autorité pour faire la lumière sur cette histoire parce que c'est effrayant. Merci, bonne journée.